Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview qui se déroule aujourd'hui au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque je reçois la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Ouabo. Avec elle, nous allons évoquer le cinquantenaire de l'organisation créée en 1970, le bilan de sa première année de mandat à la tête de la francophonie, et puis nous lui demanderons comment elle prépare sa feuille de route pour une francophonie qui, si l'avenir le confirme, sera de plus en plus africaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Louise Mouchiki-Ouabo, cette année, l'Organisation internationale de la francophonie célèbre son cinquantenaire. L'un des pères fondateurs de la francophonie, Léopold Sédar Senghor, disait « Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française ». 50 ans après, qu'en est-il de cet idéal sur lequel a été créé l'OIF ? Alors, la francophonie, c'est vrai, je suis d'accord avec le président Senghor, c'est une expérience positive venant d'une expérience négative, puisque la francophonie a été fondée par des hommes d'État qui représentaient des pays colonisés, qui ont décidé de cette mauvaise expérience extraire la langue française et en faire un outil de cohésion et de solidarité à travers les 5 continents. Aujourd'hui, cet idéal est plus important que jamais, puisque nous sommes dans un monde où nous avons quand même besoin de solidarité humaine, nous avons besoin de nous tenir la main pour affronter des défis qui nous concernent tous. Les questions liées à l'insécurité dans le monde, les bouleversements climatiques, parce que pour certains de nos pays, c'est plus que des changements. Tout cet aspect de cohésion à travers le monde, beaucoup de conflits aujourd'hui dans le monde. Donc l'idéal de la francophonie aujourd'hui a sinon autant de sens, peut-être même plus de sens aujourd'hui. Toujours donc dans cet idéal de solidarité, vous l'avez dit, de développement, de rapprochement des peuples aussi ? Tout à fait. Ce que moi-même j'essaie de faire depuis ma prise de fonction il y a juste un peu plus d'1 an, c'est de m'assurer que le travail de la francophonie, de notre organisation, ici l'OIF en particulier, est un travail qui parle à nos populations, qui répond d'une manière modeste, puisqu'on est une organisation assez modeste, aux besoins réels de nos populations sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, la francophonie est une organisation qui a un potentiel énorme, qui a sa place au sein de cette constellation multilatérale. Mais je suis surtout, et c'est en grande partie pourquoi j'ai voulu me présenter à ce poste, je suis très convaincue qu'aujourd'hui, une organisation comme la nôtre, qui comprend 88 États et gouvernements, où il y a un sentiment presque de famille, une cohésion, une collaboration entre les États et les peuples, eh bien, c'est une opportunité que nous devons saisir et aussi nous assurer que nous changeons un tout petit peu le monde, et on en est capable. Alors, le cinquantenaire de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est aussi pour vous l'occasion de faire un bilan de votre première année à la tête de l'Organisation de la francophonie. Lors de votre élection, vous aviez déclaré que vous souhaitiez améliorer la gestion de l'OIF afin de la rendre plus efficace et de lui donner une meilleure visibilité. Est-ce qu'il est facile de moderniser une organisation qui a maintenant 50 ans ? Je vais être très honnête. Il n'est pas facile de moderniser une organisation qui est là depuis 50 ans, mais c'est une tâche qui s'impose à nous aujourd'hui si on veut compter pour nos populations, pour le monde aujourd'hui. Les habitudes qui sont ancrées dans la manière de faire de nous tous, que ce soit les personnels ici au siège à Paris, que ce soit les habitudes
dans le multilatéral qui sont devenus une sorte de routine, des réunions, des documents, de production, de communiqués, de résolutions. Aujourd'hui, on est interpellé, mais c'est possible de garder cet aspect multilatéral, mais quand même d'avoir plus d'impact et avoir plus de tangible pour que nos populations se sentent partie prenante de ce que nous faisons. Mais alors, vous aviez annoncé quand même lors de votre élection une période d'ajustement avec comme objectif la transparence et une bonne gestion, c'était vos mots. Cette réforme des pratiques a-t-elle déjà commencé, a-t-elle déjà été initiée ? Tout à fait. Nous sommes depuis un an et surtout depuis l'arrivée de l'administratrice qui est donc la numéro 2 de l'organisation, qui est arrivée ici au mois d'avril. Nous travaillons beaucoup avec nos équipes pour mettre en place un système bien géré, un système transparent et surtout un système qui nous permet de répondre beaucoup plus efficacement et même plus rapidement, parce que dans le multilatéral, tout traîne un peu, c'est la tradition, qui nous permettent de faire ça donc du point de vue gestion financière, gestion des ressources humaines et surtout du point de vue des pratiques dans l'organisation. Nous sommes en plein changement, nous sommes en chantier. Plusieurs des activités que nous avons entamées depuis l'année dernière sont déjà très avancées. Nous sommes passés, par exemple, parce que la francophonie, je dois le dire ici, se caractérise par un certain éparpillement de petites activités très utiles, mais un peu partout. Alors oui, alors là, on a pu réduire, par exemple, déjà cette année, de 26 programmes de l'OIF ici à 16 programmes. Alors oui, c'est justement l'une des promesses que vous aviez faites en arrivant à la tête de la francophonie, parce que ces dernières années, il faut le dire, l'OIF a élargi le champ de ses missions. Des domaines comme le développement durable, l'économie sont venus s'ajouter à des domaines plus fondamentaux, on va dire, de la langue, de la diversité culturelle, de l'éducation. Est-ce que pour vous, c'est un danger de dispersion? Bon, d'abord, l'économie faisait partie du travail de l'OIF. Nous avons une stratégie économique qui a été déclinée il y a déjà plusieurs années, mais qui est restée... qui a laissé beaucoup de pays à leur fin. Beaucoup de pays m'ont dit, même pendant la campagne et dès le début de l'année dernière, quand j'ai commencé à faire des visites, les pays voulaient voir plus, surtout sur la coopération économique. Aujourd'hui, le numérique est un domaine qui s'impose. Le numérique est à la fois un domaine du présent et de l'avenir, mais c'est aussi un domaine qui facilite le travail et surtout pour moi, puisque la jeunesse francophone m'importe beaucoup, on ne peut pas interagir avec la jeunesse sans les aspects numériques. Donc, l'exercice de resserrement et de focalisation n'a pas été gêné du tout par ces activités qui étaient déjà dans les textes de l'OIF, mais où il fallait aller sur le terrain et montrer. Mais lorsque vous dites resserrer les activités, quels sont les secteurs, par exemple, les domaines où l'OIF doit peut-être abandonner ses activités ou en tout cas les laisser de côté? Par exemple, l'éducation, qui est un domaine clé pour notre organisation, puisque l'éducation donc en langue française, nous avons regroupé toutes les activités dans le domaine de l'éducation. Nous sommes à ce moment en train de mettre en place une sorte de coalition de l'éducation qui sera basée à Dakar, là où nous avons notre institut francophone pour l'éducation. Nous avons amené une certaine cohésion entre l'agence universitaire de la francophonie, en tout cas beaucoup de synergie, avec justement l'Institut de l'éducation et les programmes de formation que la francophonie opère à travers le monde depuis plusieurs années. Et donc,
cet exercice va aussi, parce que l'éducation, c'est plusieurs aspects de l'éducation. Nous sommes particulièrement intéressés par l'éducation des filles. On ne peut pas tout faire dans l'éducation. Et c'est cet exercice-là, même à l'intérieur des priorités, le numérique aussi. Le numérique, ça peut être tout. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le numérique? On veut soutenir nos États, on veut travailler avec les opérateurs, avec les États, avec d'autres organisations sœurs à la nôtre pour donner plus d'accès à l'Internet. Alors, on l'entend dans votre discours, dans vos propos, quand vous parlez de l'éducation, du numérique. C'est la jeunesse qui revient beaucoup dans vos propos. Quand vous êtes arrivé à la tête de la francophonie, vous aviez également affirmé que la jeunesse serait au centre de votre action. Vous disiez notamment que l'un des obstacles pour les jeunes dans l'espace francophone était que la langue française est souvent considérée comme une langue élitiste. Et là, je cite vos propos, il ne faut pas leur donner l'impression de parler parfaitement français pour pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la langue française est une langue qui est très belle, mais ce n'est pas qu'une langue de la poésie et ce n'est pas qu'une langue des écrivains et des littéraires. C'est aussi une langue à travers laquelle on s'éduque et on a accès à des opportunités, par exemple, d'emploi. C'est une langue aussi qui est présente beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne le voudrait, par exemple dans la technologie, dans la publication. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire, et ici, nous devons le faire avec des États, puisque nos populations sont dans nos États, pour faire comprendre que la langue française, c'est une langue de communication. Et on n'a pas besoin d'être parfait quand on communique. Mais c'est une réputation que la langue française porte en elle-même. L'impression que la langue française, oui, c'est une langue un peu ésotérique, il faut la parler parfaitement. La réalité du monde n'est pas ça aujourd'hui. La réalité du monde, c'est qu'il faut se battre, il faut étudier, il faut se former et il faut gagner sa vie. Et on peut gagner sa vie en parlant la langue française. Louise Mouchiki-Wabo, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Je vous propose de rester à mes côtés. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'interview. De retour pour la deuxième partie de l'interview, nous sommes toujours au siège de l'Organisation internationale de la francophonie en compagnie de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. Louise Mouchiki-Wabo, nous évoquions il y a quelques instants les défis de l'OIF, une tâche d'autant plus immense que le nombre de locuteurs francophones dans le monde devrait tripler entre aujourd'hui et 2050, avec en 2050 80% d'entre eux qui devraient venir de l'Afrique. L'avenir de la francophonie, il est aujourd'hui au sud de la Méditerranée? Tout à fait. Je pense que le bond démographique du continent africain, en fait, représente beaucoup l'avenir, en tout cas en termes de nombre de locuteurs de la langue française. Oui, il représente l'avenir de notre organisation. Cependant, il est important de ne pas perdre du terrain par rapport à la langue française et cela, bien sûr, dépendra de la mesure dans laquelle nous allons éduquer en français. Beaucoup de pays africains, en tout cas plus de la moitié des membres de l'Union africaine sont des pays membres de l'organisation que je préside aujourd'hui et ces pays-là ont investi beaucoup dans l'éducation en français depuis plusieurs années. Depuis plus de 60 ans, les pays ont, en termes budgétaires et en termes d'importance sur des systèmes de ces pays-là, c'est un gros investissement. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde avec des puissances émergentes, la prédominance de la langue anglaise dans le monde qui est venu un petit peu avec le style de vie, avec les réseaux sociaux, avec
les progrès technologiques, voilà, l'anglais qui est etc. souvent présenté comme la langue du travail, la langue des affaires. Tout à fait. Et donc, il faut que nous, et ça fait partie de ma mission et du rôle que doit jouer la francophonie, c'est de nous assurer qu'il n'y a pas de recul dans l'enseignement du français, que cette démographie africaine qui représente un certain avenir pour notre organisation aille de pair avec un investissement dans la langue française. Mais alors justement, cette question de l'enseignement, donc vous l'avez dit, hein, il faut que le défi de la scolarisation soit relevé pour que finalement cette expansion du français se concrétise dans les prochaines années. Aujourd'hui, on prend juste un chiffre qui vient de l'Observatoire de la francophonie. 71% des enfants en deuxième année du primaire en Afrique subsaharienne francophone ne maîtrisent pas le français. Qu'est-ce que cela révèle? Qu'est-ce que cela explique? Honnêtement, et je suis africaine, donc je n'ai pas de complexe à parler des problèmes de mon continent. Ce que ça révèle, c'est que, d'une manière générale, pas seulement au niveau de l'enseignement de la langue française, beaucoup de nos systèmes éducatifs ont encore de gros défis. Pour certains pays, moi je viens d'un pays multilingue où on a 4 langues officielles aujourd'hui. On est sur la qualité de l'enseignement des langues. Et donc, la plupart de nos pays du Sud n'ont pas de système éducatif qui permettent d'aller loin en termes d'enrôlement, mais aussi en termes de qualité de l'enseignement. Ça, c'est une constatation générale. Et donc, l'enseignement des langues, la langue française en particulier, puisque c'est celle qui nous intéresse, elle fait partie des aspects de l'enseignement, de l'éducation, sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire. Mais qu'est-ce que cela signifie quand vous parlez de la concurrence de ces autres langues dans l'enseignement? Par exemple, votre pays, le Rwanda, a intégré l'anglais au détriment du français en 2008 dans l'enseignement. Est-ce que le français est menacé dans l'enseignement dans les pays africains francophones? Comment faire face à cette concurrence des autres langues? On parle même maintenant du mandarin avec la présence chinoise. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas que le mot menacé est peut-être un peu fort, mais je dirais qu'il faut faire attention. Si on veut garder la langue française dans nos systèmes, que ce soit les systèmes éducatifs, que ce soit dans le monde commercial, que ce soit dans la vie de tous les jours, il est très important qu'on fasse des efforts conscients pour faire avancer la langue française. Maintenant, la réalité du multilinguisme est là, elle est avec nos pays, on ne va pas reculer puisqu'on suit un peu la marche du monde, mais la langue française aujourd'hui doit vraiment occuper sa place. On n'est pas en guerre contre d'autres langues, on est surtout sur la cohabitation harmonieuse, sur la complémentarité des langues, puisque les langues nationales sont aussi importantes, sinon plus importantes d'ailleurs pour nos pays, mais pour notre organisation, il est important qu'on soit vigilant. Alors, Louise Mushikiwabo, on a parlé de la promotion de la langue française. Il y a une autre mission fondamentale de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme dans cet espace francophone. Dans ce cadre, vous intervenez notamment dans l'accompagnement des processus électoraux. Et justement, l'actualité, ce sont les élections en Guinée. L'OIF a exprimé ses divergences sur le fichier électoral et a retiré son soutien au processus électoral. Pouvez-vous nous en dire plus? L'OIF est impliqué dans plusieurs pays africains. Cette année 2020 en particulier est une année, c'est une vraie saison électorale sur le continent africain. Et pour le cas de la Guinée, nous avons une mission qui est une mission plutôt technique, de soutien au travail sur les fichiers électoraux que fait la commission électorale indépendante de la Guinée. Et dans ce travail qu'on a terminé il n'y a pas très longtemps, le 7 février, nous avons constaté par donc nos techniciens qui étaient impliqués dans le soutien
de la commission électorale qu'il y avait un certain nombre d'électeurs qui s'étaient enrôlés en 2019 et que ça s'était plutôt bien passé. Et que les projections, la véracité des chiffres et tout ça étaient plutôt correctes. En même temps, il y a un reliquat qui est venu du fichier de 2018 que l'OIF avait audité à l'époque, avec pour le compte d'autres organisations internationales aussi qui étaient présentes, notamment les Nations Unies et l'Union européenne. Et c'est là où il y a eu problème, parce que plus de 2,4 millions d'électeurs, de par le travail donc, technique qu'on a fait, étaient des électeurs problématique parce qu'il y avait eu des décès, il y avait des doublons, il y avait des mineurs et cette partie-là n'a pas été traitée. Les 2 490 000, je crois, ont été ajoutés aux électeurs qui, eux, de par notre constat, avaient été effectivement enrôlés proprement avec même un logiciel assez sophistiqué. Et donc pour nous, l'Organisation internationale de la francophonie, nous n'étions pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'un fichier électoral, qu'une liste, que le chiffre qui représente des électeurs, et c'est pour 3 scrutins différents, comporte autant d'électeurs qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas identifiés. Alors qu'il y avait aussi plusieurs manières de les identifier, y compris de se présenter physiquement devant une certaine autorité et de justifier qu'on est électeur. Et donc pour nous, c'est un fichier qui comporte des électeurs qui n'existent pas, qui sont décédés, qu'on ne peut pas identifier. C'était ça notre constat, nous l'avons signalé à la commission électorale. Alors, vous avez souvent dit que pour vous, l'OIF, dans sa mission, devait rester dans l'accompagnement et non dans la sanction ou la punition. Est-ce que là, vous ne craignez pas que cela soit pris justement comme une sanction ? Attention, nous ne sommes pas du tout dans la sanction. Ce que nous avons fait, c'est de signaler, c'est de faire un constat purement factuel, informatique, puisque nous avions été associés à ce travail-là. C'est un constat qui est quand même alarmant. C'est tout ce qu'on a fait. On a signalé ça à la commission électorale et on a dit clairement que pour nous, ça constitue un problème, qu'on ne peut pas être associé à un système où les fichiers comportent des personnes, des électeurs qui n'existent pas. Ce n'est pas du tout la sanction, c'est, puisqu'on n'est pas, on était associés pour accompagner, mais on ne peut pas accompagner un système où il y a ce genre de problème. Donc nous, on a été très clairs le 24 février, il n'y a pas très longtemps, puisque l'élection, c'est maintenant dans deux jours, que pour nous, notre organisation, qui a quand même des comptes à rendre, qui veut aussi travailler d'une manière qui soit transparente, ces effectifs constituent un problème pour nous. Alors, Louise Mouchiki-Ouabo, on va bientôt arriver au terme de l'émission. J'aimerais vous poser une question sur le sommet de Tunis qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2020. Pourquoi la Tunisie pour cette année du cinquantenaire ? Parce que la Tunisie avait été le pays sélectionné lors du sommet de Madagascar. Voilà, très heureusement, il se fait que la Tunisie est le pays d'un des pères fondateurs de la francophonie et qu'on est donc à 50 ans de l'existence de notre organisation, dans la sélection qui se fait d'une certaine manière pendant les sommets. C'est la Tunisie qui avait été donc le choix des pays pendant le sommet de 2016. Alors avec un thème, la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. On en parlait au début de l'émission, la boucle est bouclée. Le numérique, pourquoi ce thème ? Ce thème a été choisi donc par consensus, par consultation entre nous-mêmes et le pays hôte du sommet, donc la Tunisie,
puisque 50 ans, ça nous projette dans l'avenir. On a passé le cap des 50 ans, mais on va vers l'avenir. Et nous avons, et la Tunisie et nous-mêmes, l'organisation, nous avons jugé que ce thème, d'ailleurs on fait un petit clin d'œil aussi à l'élément connexion, puisque nous sommes une organisation basée sur la connexion humaine également, et que ça va être en domaine sur lequel on va travailler énormément dans les années à venir. Voici donc pourquoi le thème du numérique sera le thème du sommet de Tunis. Il faut aussi dire que la Tunisie est un pays qui est très avancé dans ce domaine-là et nous nous réjouissons de pouvoir fêter les 50 ans de l'organisation et en même temps avoir ce sommet du cinquantenaire à Tunis en décembre. Louise Mouchiki-Ouabo, vous êtes la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.